Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir sur votre radio, Radio Djena, à l'heure de votre émission, l'heure du droit. Réfugiés, asile, voilà des thèmes qui sont prononcés à longueur de journée par les médias dans leurs différentes éditions. À quoi renvoient ces termes? Que devons-nous savoir? Quelle législation en la matière? C'est le sujet que nous abordons avec Solim Aleka, doctorant en droit public. Solim, bonjour. Bonjour, monsieur Eli. Merci d'avoir accepté notre invitation et... C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je suis Eli Atikbo, Rémi Oupatia sur la mise en onde de cette émission. L'heure du droit, c'est parti. Allez, on revient dans nos studios rose et rouge de Djena, aux couleurs de Djena, rose, rouge et vert. Voilà, quand on parle d'asile, Solim Aleka, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le terme asile? L'asile désigne un endroit ou un lieu inviolable où une personne poursuivie peut se cacher ou peut chercher refuge. Donc il s'agit en réalité d'un territoire ou d'un pays. Donc là, on parle d'état d'asile. Oui. Voilà, où une personne justement qui est menacée ou contrainte donc de quitter son pays pour certaines raisons se réfugie. C'est comme si j'étais contraint de quitter le Togo et que je me retrouve au Ghana. On dirait que je suis allé en asile au Ghana. Le Ghana en fait serait votre pays, votre territoire d'asile si justement pour certaines raisons justement que nous allons donc dont nous allons parler donc de cette émission. Justement. Vous avez parlé de refuge, un pays qui sert de refuge. On entend souvent parler de réfugiés, demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y a une différence entre ces personnes? Si oui, quelle est cette différence? Oui, il existe une petite nuance, une petite différence entre ces deux notions. La différence, c'est que justement, le demandeur d'asile, en fait, sollicite la protection internationale en dehors de son pays sans encore avoir le bénéfice du statut de réfugié. Alors que, oui, allez-y. Voilà, donc, alors que le réfugié, en fait, justement, c'est un demandeur d'asile qui a déjà obtenu le statut de réfugié. C'est la différence. Ok, le demandeur d'asile n'est pas encore un réfugié. Il n'est pas encore un réfugié dans la mesure où justement, on n'a pas encore statué sur son sort. D'accord. Alors là, donc, ce n'est pas tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur du pays en tant que demandeurs d'asile qu'on peut qualifier de réfugiés, à vous en croire. Justement. Donc, pour être qualifié de réfugié, il faut que le territoire, le pays d'asile justement, ait statué sur votre sort. Et c'est après ça que vous pouvez être reconnu comme réfugié. D'accord. Et souvent on entend parler de demandeurs d'asile par ici, par là, lorsqu'on arrive aux portes des îles Canaries et qu'on se dit ce sont des demandeurs d'asile. Pourquoi est-ce on taxe ces gens de personnes de demandeurs d'asile? Oui, ces personnes sont des demandeurs d'asile parce que justement elles ont quitté leur pays d'origine, leur état d'origine ou leur état de résidence habituel. Parce que justement, elles ont des raisons valables de craindre d'être persécutées ou parce que justement leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté est gravement menacée par une violence généralisée ou par des événements qui troublent gravement l'ordre public. Et donc, elles se retrouvent hors de leur territoire d'origine pour solliciter la protection internationale d'un autre État. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on parle de demandeurs d'asile. Okay. Et donc, lorsqu'on maintenant l'État en question statue sur leur sort, elles peuvent devenir des réfugiés. Voilà. Il faudrait d'abord qu'on statue sur votre sort avant de parler de réfugiés. Maintenant, vous avez parlé de la protection internationale de ces réfugiés ou de ces demandeurs d'asile, ce qui suppose un mécanisme international. Est-ce qu'à ce jour, il existe des conventions internationales qui garantissent ce droit d'asile, de demandeurs d'asile ou de réfugiés? Effectivement. À ce jour, nous avons plusieurs instruments internationaux qui sont majoritairement conventionnels, mais il y a aussi d'autres instruments comme des déclarations qui justement garantissent le droit d'asile. Nous avons d'abord
pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas une convention, mais elle a caractère déclaratoire. C'est une déclaration qui, en son article 14, en fait, reconnaît ce droit, le droit d'asile. Après, nous avons aussi la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié, voilà, qui est considérée comme la pierre angulaire même du droit des réfugiés, qui a été complété par un protocole de New York de 1967 aussi, relatif aussi au statut des réfugiés. Nous avons au niveau régional une convention de l'Union africaine, l'OUA, de 1969, qui traite des aspects spécifiques aux problèmes des réfugiés en Afrique. Nous avons aussi, sur le continent américain, la déclaration de Carthagène de 1987. Il y a aussi d'autres instruments comme le statut du HCR qui a été adopté par la résolution 428. Le Haut Commissariat des réfugiés. Voilà, résolution 428 de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1950. Voilà. Maintenant, si toutes ces conventions sont là pour protéger ceux-là qui cherchent asile, ceux-là qui veulent être réfugiés, est-ce qu'il existe une procédure spécifique aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de ce droit? Oui, il existe une procédure. L'ensemble de ces textes conventionnels ou de ces instruments internationaux prévoit une procédure en fait à observer par les États d'asile. Et chez nous, en droit togolais, cette procédure en tête qui est fondée sur essentiellement la Convention de 1951 et son protocole 67, ainsi que la Convention de l'Union africaine de 69, justement, a été justement internalisée en droit togolais par une loi, la loi de 2016-021, de 24 août 2016, donc portant statut de réfugié au Togo. Et donc, c'est cette loi, justement, qui décrit la procédure. Et donc, en fait, conformément donc à cette loi, justement, lorsqu'un demandeur d'asile ou un réfugié, justement, franchit la frontière de l'État togolais, il dispose d'un délai de 90 jours pour faire une requête, donc faire une demande d'asile. Au Togo, justement. Cette requête, elle est destinée à qui? Justement, elle est destinée à l'endroit de la Commission nationale pour les réfugiés. Et donc, elle est déposée au niveau de la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés qui joue le rôle de secrétariat permanent de cette commission. D'accord. Et donc, lorsque la requête est déposée là-bas, elle est donc examinée. Elle est examinée et acheminée donc vers la Commission nationale pour les réfugiés. Et donc, le requérant peut aussi justement faire sa requête au niveau des frontières. Dès qu'il arrive à la frontière. À la frontière, justement. Terrestre et aérienne, maritime. Oui, justement. Au niveau des services d'immigration, il formule sa demande, il fait sa requête. Et donc, lorsqu'il fait cette requête, il peut être référé vers la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés, où les services d'immigration se chargent donc d'envoyer le dossier dans un délai de 15 jours. Et donc, une fois le dossier examiné au niveau de la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés, un acte provisoire est délivré donc au requérant, qu'on appelle justement une attestation de demande d'asile. Et donc, cette attestation est délivrée au requérant principal, ainsi qu'à ses dépendants majeurs. Donc, s'il a des fils et des cousins qui sont venus avec lui solliciter l'asile au Togo, justement, on leur délivre cet acte-là, qui sert en fait de titre de séjour provisoire. Donc avec cet acte, ils peuvent librement circuler sur toute l'étendue du territoire. Donc cet acte est valable pour une durée de 90 jours. Donc après cette durée, l'acte-là est renouvelable. Autant de fois que possible, jusqu'à ce que la commission statue définitivement sur le sort donc, du requérant en question. Donc ce qui voudrait dire que le Togo peut refuser peut-être d'accorder asile à quelqu'un? Bien sûr, le Togo peut refuser d'accorder l'asile à une personne, justement. Oui. Et souvent, pour des raisons sécuritaires, si la personne, justement, l'État considère que par rapport à ses antécédents, il constitue une menace pour la sécurité nationale, ou il constitue une menace pour la communauté togolaise, par exemple, par rapport à ses antécédents judiciaires et consorts, on peut lui refuser en fait le statut de réfugié. Et voilà, maintenant, cette procédure, elle
Elle est différente d'un pays à un autre ou si le standard il est international? Oui, en fait, il y a un standard international que les États sont tenus d'observer. Voilà, donc c'est presque quasiment la même chose en fait. Voilà. Maintenant, pour avoir cette question de ou bien bénéficier de ce droit d'asile, est-ce que ma nationalité peut jouer un rôle? Est-ce qu'un Togolais, parce que je suis Togolais, que c'est plus facile d'obtenir le droit d'asile en France par exemple qu'en Angleterre, parce que voilà, pays francophone, pays anglais, ou c'est pas la nationalité qui joue en fait? Non, pas du tout. La nationalité ne peut pas jouer en faveur de quelqu'un ou en faveur de quelqu'un. Je suis Togolais francophile. En France, normalement, ça doit être plus facile que le Ghanéen qui est anglophone. Oui, c'est vrai, mais en réalité, l'article 3 de la Convention de Genève de 51 relative au statut des réfugiés interdit la discrimination en ce qui concerne la race, la religion et l'état d'origine. Et donc, les États sont obligés, donc, en fait, d'admettre les réfugiés en ne prenant pas en compte donc, l'origine de leur nationalité. Voilà, voilà, justement. Donc ça ne sert à rien de dire que je suis Togolais, que je vais, parce que je suis Togolais francophone, que facilement en France ou en Belgique, je peux être accepté. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission L'heure du droit sur le www.radio.jena.tg. Nous parlons du droit d'asile. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quel principe directeur de ce droit international? Et nous sommes avec le doctorant Aleka Solim, doctorant en droit public et Solim. Nous continuons cette émission pour vous poser la question. Vous avez parlé des conventions, des chartes et tout ce qui va avec. Dites-nous aujourd'hui quels sont les grands principes directeurs du droit d'asile. Oui, les grands principes directeurs du droit d'asile, je vais vous énumérer essentiellement 3 principes. Oui. Le premier, c'est le principe du non-refoulement. Qui est consacré par l'article 33 de la Convention de Genève de 1951, l'article 2, paragraphe 3 de la Convention de l'UA, donc aujourd'hui l'Union africaine, merci, de 1969, et l'article 20 de notre loi. En fait, justement, le principe de non-refoulement, c'est un principe en fait, qui interdit à tout État de contraindre un demandeur d'asile ou un réfugié à retourner sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté peuvent être gravement menacées. Donc ça implique justement qu'une fois qu'ils sont à l'entrée des frontières d'un État, ils doivent être admis. Et donc, ça, c'est un principe. Oui, justement, en principe, justement. Donc c'est un principe, parce que ce principe aussi connaît une exception, justement. Voilà. Et donc l'article 33.2 prévoit une exception. Et donc, justement, celle-ci tient au fait que on peut exceptionnellement, justement, refouler un requérant qui constitue une menace pour la sécurité de l'État ou pour la communauté de l'État. Et là aussi, justement, cette exception est encadrée, fortement encadrée, parce que, justement, il faut d'abord qu'il y ait des raisons valables. Et il faut aussi que l'État apporte la preuve. Ainsi qu'il y a aussi donc des garanties en fait procédurales en fait pour protéger en fait ces demandeurs d'asile. Voilà. Les 2 autres principes sont lesquels? Voilà, les 2 autres principes. Nous avons le principe de la non-discrimination donc dont nous venons de faire cas. La non-discrimination. L'article 3 donc de la Convention de 51 justement donc interdit la discrimination en ce qui concerne la race, la religion et le pays d'origine. Et l'autre principe dont je vais vous parler, c'est le principe de la non, comment on appelle ça, sanction en fait de l'entrée illégale. Expliquez. Donc ça veut dire que justement lorsque un demandeur d'asile ou un réfugié vient franchir les frontières d'un État de façon illégale, sans avoir une autorisation, on ne peut pas le sanctionner. On n'a pas le droit en fait de le jeter en prison entre griffes. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans plusieurs pays, même en Europe, lorsque les gens débarquent au bord des îles Canaries, par exemple, on empêche parfois les embarcations de rentrer, ou parfois, lorsqu'on vous attrape, vous êtes en train de circuler sans papier, on vous met quelque part. Oui, justement, ce que je vous dis, c'est ce que le droit international recommande. Mais on ne le fait pas dans les faits. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la raison d'État.
les États se permettent, donc au nom de ce qu'on appelle un intérêt supérieur de la nation, hein, de violer le droit international des fois. Et quand ça s'est violé comme ça, quel doit être mes recours? Ou bien pour vous qui êtes publiciste international, quel doit être votre recours par rapport à ça? Oui, dans ces circonstances, justement, puisqu'il s'agit d'une question de violation donc, des droits de l'homme, on va donc recourir au mécanisme soit juridictionnel, hein, soit au mécanisme non juridictionnel de protection des droits de l'homme. Et donc, c'est les recours dont nous disposons. Et on peut aussi saisir la Cour internationale de justice aussi. Voilà. Justement, au nom de l'intérêt du pays, on empêche certains d'entrer sur le pays, dans le territoire donné, dans un territoire donné. Est-ce que lorsque j'obtiens droit d'asile dans un pays, j'ai des droits et des obligations? Oui, justement, lorsque vous obtenez le droit d'asile, vous avez des droits et des obligations. Je vais commencer par les obligations. En fait, justement, le réfugié ou le demandeur d'asile a d'abord l'obligation de respecter la loi, hein, et les mesures qui sont adoptées donc, par l'État d'asile pour assurer le maintien de l'ordre public. Et ils sont aussi tenus de s'abstenir des agissements subversifs, hein, contre leur État d'asile. Et ils sont aussi tenus de s'abstenir d'attaquer leur État d'origine ou tout autre État en fait, par des actes qui en fait, sont de nature à créer des situations conflictuelles entre leur État d'asile et ces États en question. Et donc ça, c'est en termes des obligations. Mais en termes de droits, justement, les réfugiés ont plusieurs droits. Ils ont, de façon générale, des droits similaires aux nationaux dans certains domaines. Ils ont aussi des droits similaires aux autres étrangers dans certains domaines. Mais de façon générale, les droits spécifiques des réfugiés, c'est d'abord la non-discrimination, le non-refoulement, la non-sanction de l'accès illégal ou illicite au pays. Il y a aussi, comme droit, voilà, j'ai cité les trois premiers justement, c'est les trois essentiels, mais il y a aussi le droit à la documentation. Justement, ils ont droit aux actes de naissance pour les enfants. Voilà, aux documents d'identité ainsi qu'au passeport. Type de séjour comme passeport et autres. Et ils ont aussi droit à l'accès à la naturalisation. Donc voilà, l'État doit en fait faciliter la naturalisation des réfugiés s'ils vraiment ils sont dans le besoin. En tout cas, ce n'est pas trop facile quand même d'aller prétendre être poursuivi dans son pays pour obtenir droit d'asile quelque part, Salim. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile. En tout cas, avec toutes ces facilités que prévoit le droit international, quand même, les gens peuvent se baser sur ça pour se dire, voilà, traversons la Méditerranée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les réfugiés ont-ils des droits dans un pays, c'est-à-dire les pays ont-ils des obligations envers ces réfugiés? Oui, justement, l'État d'asile a des obligations envers les réfugiés. La première obligation, c'est cette obligation de non-discrimination. La seconde, c'est l'obligation de leur fournir les documents, donc d'identité et consorts. Et en troisième lieu, l'État a l'obligation aussi de faciliter leur naturalisation en allégeant les procédures ou en faisant des réductions sur les coûts en fait, des procédures aussi. Et voilà. Donc, de façon générale, ce sont les obligations de l'État en la matière. Et également d'assurer leur sécurité, quoi qu'on dise. Justement, quoi qu'on dise. Justement. Voilà. Alors, quand on parle de réfugiés, on parle de demandeurs d'asile, on sait que l'Union ou bien les Nations Unies ont aujourd'hui un mécanisme. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, HCR. Quel est le rôle que joue le HCR dans tout ce processus? Justement, le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, est une agence des Nations Unies qui est considérée comme un organe subsidiaire de l'Assemblée générale, qui a été créé en 1949 par résolution 329 de l'Assemblée générale. Et son statut a été adopté en 1950 par résolution 428 de l'Assemblée générale. Et cette agence est chargée donc d'aider les États dans la protection des réfugiés. Et en tant que telle, elle assume essentiellement deux fonctions. La première, c'est une fonction de protection internationale des réfugiés.
Et la seconde est une fonction d'assistance à la détermination des solutions durables pour la situation des réfugiés. Et pour ce qui concerne la première fonction, il peut s'agir donc d'une protection judiciaire, pardon, juridique ou matérielle. Et là, en tant que tel, justement, le HCR, premièrement, en fait, supervise la mise en œuvre de la Convention de 1951 et de son protocole de 67. Elle favorise aussi l'adoption des normes internationales relatives à la protection des réfugiés. Et en troisième lieu, il aide les États aussi dans la mise en œuvre de la protection de façon générale. Voilà. Et la seconde fonction, justement, elle est relative à l'assistance des États dans la détermination des solutions durables pour les réfugiés. Et donc, comme solution durable, nous avons le rapatriement volontaire, nous avons l'intégration locale et la réinstallation vers des pays tiers. Donc, dans ce processus, le HCR intervient fortement. Mais on sait que ce HCR, ce Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est beaucoup plus fréquent lorsqu'on parle de déplacés, lorsqu'il y a les réfugiés entre-temps au Togo, les Ivoiriens qui s'étaient déplacés à cause de la crise. Oui. En fait, plusieurs personnes tombent sous le mandat du HCR. Nous avons premièrement les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes rapatriées, les personnes déplacées internes et les apatrides. Et donc, c'est cette catégorie de personnes qui tombent sous le mandat, qui sont sous le mandat donc, du HCR. Et justement, on va parler de ces personnes déplacées en interne. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux-là et puis les réfugiés? Oui, il y a une différence entre les réfugiés et les déplacés internes. En réalité, contrairement aux réfugiés qui ont franchi la frontière de leur État pour solliciter la protection internationale, le déplacé interne est aussi menacé, mais se déplace en fait de son foyer d'origine vers une autre localité au sein de l'État, sans franchir la frontière de l'État. Et maintenant, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs? Comment est-ce que lui, il doit pouvoir vivre? Ces droits sont pratiquement les mêmes que ceux des réfugiés, à la différence qu'ils ne sont pas sous protection internationale. Voilà. Donc l'État, en fait, est le premier garant des droits de l'homme au sein, sur l'étendue de son territoire. Et donc l'État a l'obligation d'assurer au premier titre en fait leur protection. Mais s'il y a aussi l'HCR, une agence de l'HCR, elle peut aussi contribuer à la protection de ces personnes qui relèvent aussi de son mandat. Voilà, lorsqu'on parle de ces déplacés, de ces réfugiés, parfois certains n'obtiennent pas toujours les papiers ni de titre de séjour. Ils vivent dans un pays. Quand on prend le cas du Togo, on ne contrôle pas forcément les cartes de séjour et autres, mais ils sont dans le pays, ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont aucun papier. Souvent, on les appelle en droit des apatrides. Alors, comment est-ce que ceux-là sont et qui sont réellement ces apatrides? Oui, monsieur Atipo, vous avez déjà donné les éléments de définition de la notion d'apatride. Alors, en fait, justement, l'apatride, en fait, justement, c'est une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant, donc en application de sa législation nationale. Et donc, en réalité, c'est une personne sans nationalité. Et c'est une personne sans document. Et donc, plusieurs personnes tombent sous le coup donc, de cette définition en réalité. Des individus qui n'ont aucun acte d'identité, qui, par malheur, se retrouvent de l'autre côté à la frontière du Ghana, peut tout de suite être considéré comme un apatride. Bien sûr, vous êtes sur le www.radio.jena.tg ou bien sur votre application Jena, Radio Jena, que vous avez pu télécharger dans Play Store. Nous sommes avec Solim Aleka, ou bien nous étions avec Solim Aleka, doctorant en droit public, et nous avons parlé du droit d'asile. Solim, qu'est-ce qu'il faut retenir en gros de votre passage aujourd'hui dans notre émission sur le droit des réfugiés et le droit d'asile? Ce qu'on peut retenir en gros, c'est que le droit d'asile, justement, c'est un droit de l'homme qui est reconnu à tout individu qui, pour un certain nombre de raisons de sécurité surtout, franchit la frontière de son État pour solliciter une protection internationale dans un autre État.
Et donc, cette personne est soumise ainsi à des droits et obligations qu'il doit prendre auprès de son État. Merci d'avoir été avec nous sur le www.radio.jena.tg. Merci à vous également, Solim Aleka, de vous être déplacé. Je vous remercie aussi. La mise en onde de cette émission a été assurée par Rémi Humpati. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain à partir de 10h GMT pour aborder encore une autre question de droit qui nous intéresse tous. Merci de télécharger notre application Radio Jena dans Play Store. Simplement allez dans Play Store et tapez Radio Jena et puis vous serez servi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.